Le roman de G. Une sensation de repos bien méritée me réveille à une heure indéterminée. Je dirais que c'est le matin, mais le ciel a adopté la couleur de celui qui n'arrive pas à se décider. Debout, le nez au carreau, je songe au vers qui décrit le mieux le tableau encadré dans ma fenêtre. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Puis, mon ventre gémissant en proie aux grandes faims, je me dirige vers la cuisine, emmitouflé dans une robe de chambre chaude, pour sacrifier à mon rite quotidien et sacré, le petit déjeuner. Le bras droit étonnamment douloureux, je peine à tenir le manche de ma béquille. Sur la table, un mot de Lila. Lila, elle me quitte, j'en suis sûr. Je ne me suis pas assez occupé d'elle. Quel grand malheur, j'ai envie de pleurer. La main tremblante, je me saisis de la feuille, la repose, tourne le dos à mon destin. J'essaie de penser à autre chose, mais rien n'y fait. Je suis mal, je suis mal, je suis mal. Mais quelle a bien pu être mon erreur? Un surplus d'égoïsme? Une trop forte dose de défauts physiques? Une conversation trop ennuyeuse? Je me retourne, l'air dur, résigné, et prenant mon courage et la lettre à deux mains, je lis. Mon Mimi, je suis rentré chez moi, je n'avais assez de tourner en rond. Apparemment, tu ne vas pas mourir d'overdose. Tu dors comme un sonneur. J'espère que tu t'es bien reposé. Je t'ai préparé des petits gâteaux, ils sont dans le four. Ne t'y habitue pas, je ferai pas ça tous les jours. Tu nous as bien fait rire hier soir. Je te raconterai tout ça demain. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je t'embrasse très fort, Lila. Mon cœur redémarre. Car même après une lecture attentive, il semble qu'elle ne me quitte pas dans l'immédiat. Ce n'est que partie remise. Il faudra que je lui dise d'arrêter avec ces mots. On n'a pas le droit de jouer comme ça avec les nerfs des gens. J'ouvre le four. Des muffins au chocolat. L'égalité se révèle cette fois d'une simplicité enfantine. Lila plus muffins au chocolat égale sourire. Et je déguste avec lenteur les petits gâteaux préparés spécialement pour moi. C'est un délice. Elle les fait mieux que moi? Je me vexerais presque si je n'avais pas aussi faim. Je repense à son mot. Tu nous as bien fait rire hier soir, je te raconterai tout ça demain. Je fouille mon crâne à la recherche de souvenirs récents, mais, enveloppés d'une brume épaisse, ils ne me reviennent que par bribes. Le chapeau, les lunettes, la moustache, Lila, Danka et son automobile, la fatigue qui me prend dans la voiture, la librairie, G, la dédicace de G, le livre. Ma bouchée de muffins se partage par le milieu, à mi-gosier. Un morceau dans le tube digestif, l'autre dans les poumons. Je suis pris d'une grosse toux à caractère expulsatoire et émotif, tandis que je me lève avant d'avoir terminé mon petit déjeuner, renversant le contenu de ma tasse sur la table. Je cours à cloche-pied vers la chambre, en profitant de ces bonds désordonnés pour essayer de chasser les dernières miettes de mon organe respiratoire. Il est là, sur ma table de nuit, le roman de G, touché par la main de G, par le stylo-bille de G. Je le saisis avec politesse, puis je le presse contre ma poitrine, et je comprends en gémissant l'origine de ma douleur. Quand je reviens à la cuisine, je balaie d'un revers de main les miettes chocolatées, puis j'éponge méticuleusement le café répandu, m'assurant qu'aucune goutte de liquide ne macule plus la table. Un dernier coup de chiffon, un coup d'œil rasant sur la nappe, le nez sur la toile cirée, avant d'y déposer avec cérémonie le roman sacré. J'inspecte attentivement mes mains, endroit et envers, RAS. Je les essuie quand même sur ma robe de chambre. On n'est jamais trop prudent. J'ouvre la première page, blanche. Par transparence, je devine une écriture sur la deuxième. Mon doigt tremblant d'émoi aide la feuille à se coucher sur la couverture, et je découvre alors le fruit de la main de G, d'une graphie si particulière, faite de courbes et d'angles. Pour Miloche, un personnage au style et au prénom à part. Bonne lecture. Sincèrement. Puis la signature, un peu illisible comme il se doit. En bas de page, un petit croquis, habile et stylisé,
représentant un personnage moustachu, lunetteux et chapeauté dans un imperméable. Moi. Un dessin de G de moi, pour moi. Une signature pour moi, précédée d'un sincèrement. Je grandis jusqu'à la démesure. Ma poitrine absorbe subitement tout l'oxygène de la maison. Les fenêtres tremblent, les portes claquent par appel d'air. Je me gonfle d'un bonheur dégoulinant. J'en ai les joues roses, le corps léger. Je regarde ma tasse vide de café au lait avec tendresse. Nous nous sourions. Le ciel, couvert, semble à présent fait d'un dégradé très subtil de bleu. Mes yeux parcourent lentement la pièce, du sol au plafond, et le rêve accompli recolore dans des tons vifs chaque matière, embellit d'un caustique odorant mes vieux meubles, enchâsse les vrillettes, décore la sobriété des lieux d'un luxe ostentatoire. Mais tout cela n'est rien au regard du clou de ma collection, posé à mes côtés sur ma table à moi. Je reste figé là environ une éternité, et j'y serais encore si le froid n'avait suggéré à mon corps immobile qu'un peu de mouvement ne serait pas superflu. Je pose le trésor un peu plus loin, sur le buffet. Puis je décide de le placer dans ma collection des livres de G, tout au bout, dans la bibliothèque en chêne que j'ai eu tant de mal à rapporter du lieu étrange et que je présente comme un meuble hérité de mon grand-oncle pour me donner une ascendance. J'entamerai la lecture de la dernière œuvre de mon écrivain quand j'aurai terminé celle en cours, car il ne faut léser aucun auteur, sauf bien sûr s'ils insistent. En attendant, mon roman me fera de l'œil dans la bibliothèque. Je sais combien un livre fermé peut être rempli de promesses. Puis je vaque à mes occupations diverses. Je sors dans le jardin afin d'évaluer le degré d'humidité de la terre nourricière de mes courgettes. Je regarde le ciel toujours bas. Je procède à une ronde d'inspection, maintien raide et nuque droite dans le parc à vélo. Mais mon paysage reste le même. Mon horizon est bouché par plusieurs centaines de pages. Une inquiétude sourde mobilise mes pensées. Mon roman est-il placé assez haut dans ma bibliothèque? Je rentre mesurer la hauteur de l'étagère. 1,13 m. Je me souviens alors de ce qui m'avait tant marqué lors de ma lecture des archives du siècle dernier. Après un épisode pluvieux, long et soutenu, le petit canal qui serpente gentiment en ville avait gonflé jusqu'à sortir de ses gonds et de son lit avant de venir visiter chaque magasin, chaque maison, remplissant les caves en détruisant tant de beaux souvenirs accumulés par les habitants de l'époque. Le niveau des eaux s'était élevé jusqu'à atteindre 90 cm au-dessus du sol de la Grand-Rue, et je m'arrête souvent devant la petite plaque en bronze fixée sur un mur à côté de la bâtisse, où l'on a matérialisé par un trait la hauteur des flots de ce jour funeste. La crue du siècle, peut-on lire dans une graphie désuète sur l'entête de l'inscription, au-dessus de la date. Je revois clairement la plaque où les 4 chiffres de l'année qu'on y a gravés enflent jusqu'à agrandir mon regard de façon démesurée, tandis que je sens les coups de boutoir de mon cœur. La crue du siècle a eu lieu il y a exactement 101 ans. Mais alors, les éléments sont peut-être en train de fomenter une nouvelle révolution aquatique pour ce soir. Je scrute le ciel avec méfiance. Il s'éparait du costume de fourberie propre à celui qui semble trop placide pour être honnête. Il sent trop le calme précédant la tempête impitoyable, destructrice. Pour plus de sécurité, je vide fébrilement l'étagère de l'autre bout de la pièce, plus haute, et j'y place ma collection des livres de G. Je transvase ensuite mes ouvrages de cuisine, mon atlas, quelques romans et mes dictionnaires dans ma bibliothèque en chêne. Bien sûr, tout ne rentre pas. Mon ordonnancement réfléchi n'est pas interchangeable. Et je constate que le rayon de l'étagère auquel je destine mes nouveaux ouvrages est trop étroit, trop bas. En attendant que ma réflexion ait porté ses fruits, je pose les livres nouvellement SDF à même le sol. Si je n'aime pas le changement, je suis cependant capable, comme on le voit, de m'adapter aux cas extrêmes quand une vie est en jeu. Grâce à ceci, le pronostic vital de mon trésor n'est maintenant plus engagé, comme ils disent aux infos. L'épée de Damoclès de l'inondation a été fondue dans le liège, et seul un raz de marée pourrait atteindre mon roman, nous faisant disparaître tous les deux. Le problème cesserait alors d'en être un. Je regarde la tranche de mon livre en soupirant de bonheur.
les épaules basses de sérénité, un vague sourire aux lèvres. Mais l'accalmie n'a fait que passer. Le poids du doute me rabaisse soudain les coins de la bouche. Je pense encore au pire. Je tiens à vivre dans un environnement bien entretenu, et je me livre pour cela, souvent, à des petits travaux domestiques. Un cadre à replacer, un coin de tapisserie à recoller, un vieux meuble à renforcer, etc. Je passe et repasse chargé de planches, de tasseaux, de grandes règles, enfin, de toutes sortes de choses dont un bricoleur a besoin. Imaginons un instant que, pris dans mes travaux de bricolage, je transporte de l'atelier jusqu'à la chambre une belle et grande planche bien rabotée, et que je fasse dégringoler le livre par inadvertance avec l'extrémité de mon morceau de bois. Le roman, après une chute de la hauteur de l'étagère, s'écraserait au sol dans un froissement de pages, un arrachement de couverture. Moi, tout à mes travaux, je le laisserais souffrir, n'entendant pas les plaintes silencieuses qu'il me hurlerait, affalé sur sa page cornée. Imaginons ensuite que, pris d'une soif engendrée par l'effort physique, je me ménage une pause pour boire un thé rafraîchissant. Trop assoiffé pour voir le monde autour de moi, toujours plongé dans une réflexion à caractère bricolatoire, je piétinerai le livre en allant préparer ma boisson. Je remplirai la théière, je m'assiérai quelques instants pour boire une tasse, le sourcil toujours froncé. Puis, saisi d'une ingénieuse idée, me relevant en trombe pour la mettre en pratique, foulant le livre à nouveau et accrochant par mégarde la théière avec la manche, j'en renverserai le contenu au sol, sur les pages déjà pleines de traces de pas. J'arrête là mes suppositions, par pudeur, au tout début de la série de catastrophes. Mais voyez déjà l'état de ma dédicace, diluée par le thé, coulant lamentablement sur le carrelage. Imaginez ma déconfiture, la déprime qui s'ensuivrait, les cris de bête qui sortiraient de ma poitrine. Pour remédier à cet inévitable accident, je disparais dans l'atelier, reviens sur mes pas pour prendre des mesures, effectue encore quelques allers-retours en apnée, visage exsangue, avant de retourner sur mon établi où je scie et bavure et perce. Quelques minutes plus tard, sur une jambe, je cloue en bout d'étagère une planche de bois en L, destinée à empêcher mon livre de tomber, le protégeant contre les assauts de tout poil, de tous côtés. Il n'est certes plus visible, mais je sais qu'il est là, et c'est amplement suffisant. En regardant la planche qui préserve mon livre, je me remets de mes émotions dans mon fauteuil, souriant avec ataraxie, parce que je connais le mot. Le feu. Trop confiant, je n'ai même pas pensé au feu. Un robinet de gaz mal fermé, un court-circuit, un éclair qui tombe sur la maison, une cigarette encore incandescente qui atterrit dans mon jardin, un tesson de verre cassé qui fait loupe, et tout s'embrase, condamnant mon livre dédicacé à une mort affreuse, déchiqueté par les flammes, réduit en cendres, carbonisé. Je file tête baissée à l'atelier dans lequel, après une réflexion expresse engendrée par l'imminence fatale de la catastrophe, je construis un caisson ignifugé à la Miloche. Une boîte en bois recouverte, tel un millefeuille, d'une alternance de couches bois-fer. Une plaque de métal, un léger vide, une planche de bois, un autre vide, puis un nouveau métal, vide, bois-fer. Chaque espace entre les différentes couches étant créé par le placement de petites cales en bois. J'improvise. Dégoulinant de sueur et d'attention, je glisse mon précieux livre à l'intérieur du caisson, que je referme d'une porte cadenassée faite du même millefeuille composite. C'est un peu encombrant au final, mais d'après mes calculs, le système est capable de résister à un feu de plusieurs heures. Je vivrai peut-être sous les ponts après l'incendie de ma maison, mais j'aurai l'essentiel à mes côtés. Mes yeux se posent sur l'étagère, puis sur le caisson. Un autre va-et-vient oculaire me confirme ce à quoi je n'avais absolument pas réfléchi. La tablette n'est plus assez large pour accueillir ma boîte. Me prenant la racine du nez entre le pouce et l'index, je me lève péniblement sur mes béquilles pour retourner à l'atelier, un peu usé, je dois dire. Là, je bricole une étagère large avec une belle planche de coffrage et des équerres résistantes. La fixer au mur n'est pas chose facile. Si j'y parviens finalement au prix de contorsions terribles et d'équilibre sur une jambe,
je me trouve dans l'incapacité totale de hisser la boîte jusque là-haut. Alors, bien sûr, je pourrais me lancer dans la construction d'un palan avec des multiplicateurs de mouvement, mais je fais appel à la raison. Je vais attendre de l'aide. Lila doit revenir demain. Je laisse le caisson sur la table avec regret. Par mesure de sécurité, je scrute l'horizon, toujours barbouillé d'un gris uniforme qui ne semble pas prêt à se crever en pluie dans l'immédiat. Méfions-nous tout de même. La crue du siècle n'a jamais claironné son arrivée. Un peu désœuvré, je vais taper sur du marbre en pensant à Lila et je poursuis cette activité jusqu'à la nuit noire. Après un repas léger, je rejoins mon lit où je m'endors rapidement, accablé de fatigue. En plein milieu de la nuit, un bruit répété me réveille. Un volet mal fermé? Le vent? Intrigué, je me lève en silence puis j'inspecte les lieux, à l'affût, épiant de profil par la fenêtre, le dos collé au mur, me dissimulant dans l'ombre pour vérifier la porte, qui se révèle fermée à double tour. Je condamne le verrou d'en haut, mais ne l'avais-je pas déjà fait? Ils doivent se terrer dans un coin. Je sais qu'ils sont malins. Ils ont perçu le bruit de mes béquilles sur le sol. Ils se tapissent sûrement dans l'obscurité en observant chacun de mes gestes. Les nouvelles vont vite, et malgré mon déguisement, des gens mal avisés ont pu nous prendre en filature, suivre la voiture jusqu'à la maison, pour se garer à quelques dizaines de mètres, l'air dégagé. Bien sûr, mes deux amies, insouciantes, n'ont pas pris la peine de faire des détours pour semer les poursuivants. Les malfaiteurs attendent la nuit pour s'introduire dans la maison et dérober le livre. Et moi, trop confiant, naïf, qui laisse le roman et sa dédicace au beau milieu de la pièce. Je suis un amateur. Je dois trouver une cachette, invisible, en hauteur, assez spacieuse pour contenir ma boîte ignifugée. Je mesure la largeur de la fenêtre. Les murs en pierre me paraissent assez épais. Je pourrais creuser une niche, encastrer la boîte à l'intérieur, passer un coup d'enduit, recoller un bout de tapisserie, ni vu ni connu. Banco! Rien ne bouge alentour. Il semble que les malfrats ne se soient pas encore introduits dans la maison. Je les devance. Pour vérifier la chose, je fais brusquement la lumière dans la pièce, une béquille tendue au-dessus de ma tête, prête à s'abattre sur des nuques, des nez, des bras. Rien à l'horizon. Je regarde sous la table, derrière la porte, je tends l'oreille. Je ne perçois que le ronron familier du frigo. Si je suis rassuré, je sais que ce n'est que temporaire. Ils tiennent peut-être tranquillement un siège à l'extérieur, avec dans des sacs en papier, bière et sandwich pour plusieurs jours. Je suis loin d'être tiré d'affaire, mais je ne suis pas né de la dernière pluie, messieurs. J'éteins la lumière du salon pour ne pas leur donner du grain à moudre, avant de prendre une petite pioche, grâce à laquelle je commence en équilibre sur l'échelle, à la lueur d'une lampe torche, à déceler quelques pierres en hauteur. L'entreprise se révèle un peu salissante, certes, mais je nettoierai tout après les travaux. Je prends les mesures, je pioche encore. Au bout d'une petite heure, j'ai percé un trou énorme dans le mur. Essayez de creuser une niche parfaitement rectiligne dans un vieux mur en pierre au liant incertain. Qu'importe, j'y suis presque. Il ne manque rien, un demi-centimètre peut-être. Je donne les derniers coups d'outil pour fignoler la cage. La pierre sonne creux. Étrange. Je continue mon travail quand je ressens tout à coup un vif coup de frais au visage, en même temps que tombe vers l'extérieur la fameuse pierre au son creux. Je me rends à l'évidence, j'ai traversé le mur. Je me souviens alors de mes lectures techniques selon lesquelles les vieux murs sont toujours plus épais à la base qu'en hauteur. Je confirme. Je passe la tête à l'extérieur et je m'imprègne de l'air frais de la nuit. Le vent, chargé de poussière, me pousse à la grimace. Je dois ressembler à une gargouille. Je me rends à l'atelier pour prendre des chiffons, grâce auxquels je viens obturer le trou béant dans le mur, tandis qu'un long bourdonnement dans ma tête me signale que je ne suis plus en état de réfléchir. Je suis fatigué. J'ai mal au bras, à la jambe, mes nerfs sont dans un état d'épuisement critique, auquel se rajoute une extrême lassitude physique. Je suis couvert de terre. Le salon est jonché de gravats. Sans même prendre le temps de me décrasser sous la douche,
Je me traîne jusqu'au lit dans lequel je m'effondre comme une masse. Un reste de conscience tire sur mes paupières quelques secondes plus tard. Je me relève alors avec lassitude, un ersatz de résidus de poussière d'énergie musculaire me permettant de me rendre jusqu'à la table du salon. À la pince, au marteau, à la cuillère, bref, avec tout ce qui me tombe sous la main, je déglingue ma boîte ignifugée pour m'emparer du livre que je glisse sous mon pull. Retour au lit, où je m'endors sur le ventre pour protéger le roman. Mes rêves sont faits de cataclysmes, de cambriolages, d'agressions. Le changement ne me sied pas. Le lendemain matin, le visage encastré dans l'oreiller, j'entends qu'on me susurre. « Il est l'heure, mon Mimi. » Je me retourne vers la voix. « Mon pauvre Miloche, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait un mineur. Dis-moi, il y a eu des tirs de mortier dans ton salon? Tu dors tout habillé maintenant. T'es devenu muet ?» réponds-je à cette avalanche de questions. « Ok. Écoute, j'ai porté des croissants. On en parlera après le petit-déj. » Quelques minutes plus tard, un peu honteux, devant un café fumant et des questions insistantes qui ne laissent pas place à l'imprécision, je tente de lui détailler les ruminations de mon esprit. Les yeux de Lila s'écarquillent au fur et à mesure de l'avancement du récit. Quand ses pupilles ont atteint leur taille maximale, que ses paupières n'ont plus de marge, rétractées tout entières dans leurs orbites, elle me déclare. « Ah oui, quand même. »« Merci, » lui réponds-je. Puis Lila me raconte à son tour la scène dans la librairie, dont je suis le personnage principal malgré moi, me narre l'effet bœuf que m'ont fait les cachets que j'ai ingurgités. Avec le recul, je loue mon idée de déguisement. Un peu bouffon peut-être, mais parfaitement dissimulateur. Je m'excuse auprès de Lila. Elle m'avoue que le fou rire partagé avec Danka, cumulé à la qualité du souvenir futur de cette scène aux accents surréalistes, a balayé d'un souffle les molécules d'embarras. Elle rajoute « Personnellement, j'ai jamais eu une réputation très conventionnelle en ville. Alors, un peu plus ou un peu moins. J'avais davantage peur pour Danka, mais elle m'a avoué qu'être regardée de travers par quelques-uns était finalement plutôt appréciable. » Elle a conclu avec philosophie « Les meilleurs resteront. » Lila me confirme ce que je savais déjà. Elle est extrêmement contagieuse, et c'est bien. Elle continue. On s'est fait un apéro maison entre copines pendant que tu ronflais à faire trembler les murs. T'en avais la moustache qui flageolait, et nous, on faisait une croix sur notre rimel. Je regarde un peu mes orteils, car je n'aime pas me donner un spectacle. Tu sais quoi? Me lance Lila, passant du coq à l'âne, fidèle à elle-même. Je vais t'aider à nettoyer, à reboucher ton mur et à enlever cette étagère horrible là-haut. Merci, c'est gentil, mais comment on fait pour le livre? Tu vas pas recommencer, Miloche? Ça t'a pas servi de leçon? J'ai peur. Fais pas le gamin, donne-moi ce livre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Donne-le-moi, je te dis. Je te le rends, promis. Je baisse les yeux, me raisonne, je joue en silence à l'ange et au diable. Je fais confiance à Lila, c'est entendu, mais je crains qu'elle ne l'abîme par mégarde. J'effectue quelques mimiques changeantes avec la bouche dans un but de décision, puis je soulève mon haut de pyjama d'où j'extrais le roman. Enchâssé dans mon torse, il adhère à la sueur de la nuit. La page de garde est un peu gondolée par l'humidité. Le titre du livre s'est imprimé à l'envers sur mes côtes, dans un rectangle rouge parfait. Lila reprend sa danse des yeux. « Oh, Miloche, t'atteins des sommets, là? T'as vu ta poitrine? »« Oui. Toi aussi, tu trouves que j'ai pris des pectoraux ?» Lila pouffe en prenant le livre. L'humour arrondit les passions. « Fais attention de ne pas trop y postillonner dessus, » lui dis-je sur un ton qui hésite entre l'inquiétude et l'autodérision. Lila, elle, ne tergiverse pas et me donne un coup de livre sur le crâne en se marrant. Mon roman dédicacé tout neuf s'est endimanché de sueur, de postillons et de coups, et on voudrait que je ne m'en soucie pas. Lila ouvre le livre, pas assez délicatement à mon goût, mais prenant sur moi, je n'en souffle mot. Elle observe la dédicace en riant. « C'est tout à fait toi. Il a un bon coup de crayon. C'est vraiment sympa ce qu'il a écrit. Écoute, t'as vraiment un bel objet là, c'est vrai, mais faut pas pousser. Je le remets dans l'étagère et tu le laisses vivre sa vie. Tranquille. » Je ne peux pas le garder. Pourquoi?
J'ai peur. Je n'ai pas de système d'alarme contre le vol. J'ai une maison qui peut brûler, je n'habite pas à l'étage et tout peut être emporté par une inondation ou un tsunami. Si je ne meurs pas dans la catastrophe, je n'y survivrai pas. Tu t'entends, là? Prends ce livre, s'il te plaît. Tu le mets où tu veux chez toi. Tu le rends à Danka, tu le donnes à ta colocataire, tu le jettes. Pour moi, il n'existe plus. Mais, s'il te plaît, il me restera toujours le souvenir de ma rencontre avec G. Un peu brumeuse, un peu onirique. Notre tête-à-tête n'aura jamais eu lieu qu'en rêve, et il ne peut subsister aucun élément concret, aucune trace écrite d'un songe. À part dans mon cahier, bien sûr. Ce n'est pas que cette dédicace n'existe plus pour moi, c'est tout simplement qu'elle n'a jamais eu d'existence réelle. Silence. D'accord, me dit Lila. D'accord. Elle fourre le trésor dans son sac, sans ménagement. J'ai presque un pincement au cœur à la vue de ce manque d'égard, mais je me raisonne rapidement. Un objet irréel ne peut ni se corner, ni s'altérer, de quelque façon que ce soit. Bon, j'ai un cadeau pour toi, me dit Lila au milieu des gravats de mon mur. J'ai peur. Hé, mais tu commences à me gonfler, Miloche. Allez, viens avec moi. Cadeau. Dehors, je vois son vélo, auquel est attachée une petite remorque. À l'intérieur, je distingue des formes grossières sous une couverture que soulève Lila, après qu'elle a roulé des tambours à la bouche. Au son des cymbales, je découvre toute une série de marbres de couleur que je n'ai jamais eu l'occasion de contempler, et encore moins de sculpter. C'est pour moi? Oui, rien que pour toi. C'est superbe, Lila, superbe. Je peux toucher? Tu as eu ça comment? Un hasard. J'ai revu un copain d'enfance. Il travaille dans une carrière qui appartient à une grande société d'exploitation. Du coup, il a des collègues un peu partout dans le pays, et dans le monde entier. Il peut en avoir d'autres, si tu veux. J'ai pensé aux petits de Danka et Lolek. Je t'ai trouvé des marbres roses, des marbres bleus, et même des marbres noirs. On sait jamais. Mais Lolek n'est pas noir, ni Danka. Tu crois que... Je plaisante, Miloche. En tout cas, il y a des marbres noirs pour accueillir tes nuages. Un noir presque parfait. Et regarde aussi ceux-là. Ils sont un peu poussiéreux, mais ce sont des marbres, aussi blancs que la neige. Tu peux faire des anges là-dedans. C'est très beau, très très beau, dis-je en touchant chaque minéral avec gratitude. Je prends Lila dans mes bras en la remerciant chaleureusement. Elle continue, la voix un peu étouffée par mes marques de tendresse. Je suis passé, voire aimé ce matin. Il t'envoie son bonjour et te souhaite un prompt rétablissement. Ah, c'est gentil. Il va bien? Il y a une éternité que je ne l'ai pas vu. Il va très bien. Je lui ai dit qu'on y passerait la semaine prochaine. Mais pas avec le même attelage que la dernière fois. Sinon, il va y avoir une crise cardiaque de Lila à la rubrique des chiens écrasés. Cette fois-ci, tu vas monter dans la remorque. Ça roule très bien, ces trucs-là. Je dirais même que c'est fait exprès. Bon, c'est du bricolage, mais c'est prévu pour la route, pas comme ta chaise. Je forcerai un peu plus sur les mollets que d'habitude et c'est tout. Ça te dit? Bien sûr que ça me dit. La vie reprend des couleurs dès que celle qui est à mon goût est à mes côtés. Ça n'est formidable. Lila passe la journée à réparer mes stupidités de la veille. Maçonnerie, enlèvement d'étagères, bouchage de trous, nettoyage. Je l'aide maladroitement, comme un grand-père trop vieux qui tente de se prouver qu'il est encore utile au monde. Puis je m'assieds et ne fais qu'observer. C'est bien mieux pour nous deux. Ma maison et moi retrouvons notre aspect initial. Toujours un peu décati, un brin passé de mode, encore légèrement désarticulé, mais étanche.